la troisième année consécutive, Rencontre des auteurs francophones célèbre la semaine de la langue française et de la francophonie. Le thème de cette semaine 2023 est le temps de la francophonie. J'ai donc réuni 5 auteurs pour discuter du temps de l'écriture, de leur temps d'auteur, de celui de leur roman, du temps qui les sépare de la réalité, du temps parfois du lecteur à des heures de décalage de son monde. Rencontre intime dans un appartement parisien d'une lectrice assidue de 102 ans en voyage littéraire. Bonjour Anne-Sophie Nedelec. Bonjour Sandrine. Alors, on va parler du temps aujourd'hui et du temps d'écrire. Quand a commencé pour vous le temps de l'écriture ? Il y a très longtemps, j'écrivais des poèmes toute petite et puis j'ai écrit ma première pièce, j'avais 19 ans. Puisque j'ai commencé en écrivant du théâtre, ensuite du roman, mais ça a été surtout du théâtre. Et finalement, c'est depuis le confinement que je suis vraiment passée plus au roman, mais je continue toujours le théâtre à côté. Hein, mais voilà, donc alors, ça fait un moment. Aujourd'hui, c'est quand ce temps de l'écriture? À quel moment de la journée? À quel moment de l'année? Est-ce qu'il y a des périodes plus propices? Des inspirations? Il n'y a pas de règle. En fait, comme j'ai mon métier dans le théâtre qui me prend beaucoup, c'est un peu, je dirais, comme je peux, pendant les vacances scolaires, surtout, puisque là, à ce moment-là, j'ai plus de cours. Mais il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de petites habitudes Pas particulièrement. Disons que, par contre, ce qui est certain, c'est que j'ai tendance à mieux écrire le soir. Ça, depuis toujours, j'écrivais vraiment tard le soir. Hein. On peut dire que dans la journée, j'arrivais à rien. À 18h, je commençais à m'y mettre. Et puis, voilà, à 23h, minuit, la Ferrari se mettait en route, quoi. Ce qui, du coup, pour le mode de vie, n'est pas génial du tout. Donc, je me suis obligée à remonter un peu dans le temps. En m'y mettant dans l'après-midi, et puis maintenant j'arrive même à écrire le matin. Les choses viennent plus facilement. En fait, c'est aussi une habitude, c'est-à-dire plus on écrit, plus les choses se mettent en place facilement. Alors, il y a le temps du roman, du livre, il y a le temps du théâtre. J'ai envie de dire que le roman, c'est un peu le temps qui dure. Le théâtre, c'est le temps un peu éphémère. C'est comme ça que vous vivez, ou une pièce de théâtre, elle a autant d'importance dans le temps qu'un roman? Dans le temps que ça me... Dans le temps de vie, dans le temps de tout, dans le temps de l'écriture, dans le temps de vie qui reste. Alors c'est très étrange parce que le théâtre, en fait, c'est une écriture qu'on peut presque dire un peu technique. C'est comme une partition de musique, c'est-à-dire on a le texte et après il faut toute la partie mise en scène pour que le texte existe vraiment, aboutisse complètement. Et donc l'écriture, c'est qu'une étape finalement dans le processus. Donc l'écriture, elle est peut-être un peu plus rapide parce que j'ai plus l'habitude, et puis c'est un peu plus rapide à écrire, quoique. Mais néanmoins, le travail n'est pas fini. C'est vraiment quand il est mis en scène par moi ou par quelqu'un d'autre que les choses aboutissent vraiment. Alors, il y a le temps du temps. Le temps du temps, c'est ce qu'on retrouve dans pas mal de vos écrits, puisque vous aimez bien écrire sur l'histoire, sur le passé. On a quelques livres devant nous que je vais vous demander de présenter. Avec d'abord Radium Girl. Alors là, on est en 1917, on est aux États-Unis. C'est l'Amérique parfois compliquée. Je vais vous laisser en dire 2 mots et présenter les romans. Oui, alors Radium Girls, il y en a 2. Il y a le tome 1 et le tome 2, puisqu'il y a eu 2 affaires dans cette histoire. En fait, c'est l'histoire de ces jeunes filles qui étaient employées pour peindre des chiffres de montres sur des cadrans avec une peinture au radium qui brillait dans le noir. Donc, il y a eu un premier afflux de commandes en 1917 pour la guerre, l'aéronautique, tout ça. Et donc, à ce moment-là, ils ont embauché des jeunes filles en masse, donc généralement des très jeunes filles, parce qu'on considérait qu'elles étaient plus précises que les femmes plus âgées. Sauf que, évidemment, le radium, c'est quelque chose d'assez horrible. Elles effilaient leurs pinceaux entre les lèvres
pour affiner la pointe. Donc elles mangeaient du radium à longueur de journée et elles ont développé des maladies terribles, mais qui ont mis plus de 5 ans à se développer, donc passé un certain délai de prescription. C'est pour ça que la première affaire a mis autant de temps à se mettre en route, parce que déjà on n'identifiait pas, les maladies étaient très différentes d'un cas à l'autre. Voilà, donc la première affaire se termine, on va dire en eau de boudin, plus ou moins. Mais entre-temps, il y a une autre usine. Donc la première affaire, c'est dans la banlieue de New York, à Orange. Et la deuxième affaire, c'est plus tard, dans la banlieue de Chicago. Et alors là, même vraiment dans la campagne, avec des gens qui ont peu d'informations, et c'est pour ça que ça a duré aussi longtemps. Voilà, deuxième affaire, et là cette fois-ci un autre avocat qui va se battre jusqu'au bout, au point d'y laisser à un moment une partie de sa santé pour justement non seulement avoir gain de cause pour ses clientes, mais en plus arrêter le phénomène, parce que voilà, là on s'occupe de 2 usines, mais en fait il y en avait d'autres aux États-Unis. Quand on vit en France en 2023, bon, avant parce qu'ils sont sortis avant, comment on s'intéresse à une histoire qui a eu lieu en 1917 à l'autre bout du monde, de l'autre côté de l'Atlantique? En fait, cette histoire, elle fait quand même énormément écho à plein de scandales sanitaires qu'on a toujours aujourd'hui, notamment tous les pesticides, il y a eu l'amiante avant, et en fait, en parler frontalement, c'est vrai que je connaissais mal les choses, et je trouve que dans le contemporain, sur ce genre d'affaires, on n'a pas forcément toutes les données pour en parler correctement. Et là, moi j'étais tombée sur un livre en anglais de Kate Moore qui reprend vraiment en détail toute l'affaire. Et voilà, enfin j'étais tombée sur cette anecdote au départ avant de lire le livre, et j'avais trouvé ça complètement fou, complètement fou, qu'en plus on ne le connaisse pas, cette histoire. Et donc c'est... Moi je l'ai appris avec vous. Ah oui, ouais. Tout à fait. Et je me suis dit, bon là, en fait ça vaut le coup d'en parler, de faire découvrir ça, parce que ces femmes sont des héroïnes, quand elles se sont battues. Il y en a certaines, elles étaient dans un état de délabrement physique terrible, et elles tenaient par la volonté de faire arrêter ça pour les autres, parce que finalement dans ce genre d'affaires, il y a tout un truc qui se met en place au niveau de même de la population, parce que c'est du travail, et donc si on commence à s'élever contre ces entreprises qui donnaient du travail, ça n'allait pas, et on est en pleine dépression, et les seuls qui marchent, c'est eux. Donc il y a dans la petite ville d'Ottawa, sur la deuxième affaire, même vraiment les gens qui veulent plus leur parler, parce que non, elles vont faire fermer la seule source de revenus du coin. Donc tout cet engrenage, en fait, c'est ça qui m'a intéressée, c'est comment toutes les choses s'imbriquaient pour arriver à une situation aberrante, en fait. Alors, autre temps, autre espace, autre personnage, c'est le livre Mademoiselle de Jazet, je vais demander de le montrer. Et ça, c'est un livre qui parle de théâtre, que vous connaissez si bien. Mais c'est aussi l'histoire d'un siècle un petit peu mouvementé aussi. Donc derrière la petite histoire, il y a la grande histoire. Pourquoi vous êtes intéressée à Mademoiselle de Jazet? Alors, en fait, c'était mon sujet de mémoire de l'école du Louvre, de second cycle. Il y avait plein de sujets. Il y en avait un sur le théâtre, c'était sur le costume de scène, autour de Virginie Desjazet, puisqu'il reste un de ses costumes. Donc évidemment, je me suis jetée sur ce sujet, et je l'ai découverte, et c'est vrai qu'elle est tombée complètement dans l'oubli. Le théâtre, finalement, c'est un art éphémère, et il restait rien, si ce n'est son nom sur son théâtre. Et j'ai découvert une personnalité passionnante. En plus, elle commence le théâtre à l'âge de 5 ans. Elle joue jusqu'à sa mort à plus de 70 ans. Elle n'a jamais arrêté. Et en plus, c'était une très belle personne, enfin quelqu'un de très généreux, ce qui lui a valu de finir dans la misère. C'est aussi une des premières à arriver à vivre de son art sans avoir besoin d'un protecteur, ce qui était une pratique courante, voire obligatoire à l'époque, puisque les comédiennes avaient en charge leur costume de scène, qui coûtait très très cher, et donc pour payer ça, il fallait prendre un amant, de préférence fortuné. Alors dans le théâtre, on va en parler, le temps a une importance dans toutes vos pièces, enfin la plupart d'elles. J'ai commencé à regarder un peu, il y a une multitude de pièces, vous écrivez beaucoup. Mais alors voilà, le XVIIIe siècle avec l'ombre des Lumières, 68 avec
Féminocratie, 65 avec Scoop, j'en passe. Voilà. On voyage beaucoup dans le temps. C'est un voyage qui vous intéresse, ce voyage dans le temps? Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup, ça m'intéresse énormément. Parce que je trouve que l'histoire donne un éclairage sur nous aujourd'hui et du coup, voilà, c'est toutes les questions. Enfin, moi, j'aime bien l'histoire et me dire, mais oui, mais si j'avais vécu à cette époque, comment j'aurais vu les choses? C'est vrai qu'il y a une période qui me fascine, si le mot n'est pas très juste, mais c'est la Seconde Guerre mondiale sur laquelle j'ai écrit plusieurs pièces, en me disant, mais comment c'est possible en fait? Comment tout ça a pu arriver, le nazisme, voilà, et ça me paraissait mais vraiment, vraiment fou. Et finalement, en fait, l'écriture me permet de comprendre ce que je ne comprends pas ou ce que j'ai du mal à admettre. Et en fait, le faire vivre à travers des personnages me rend les choses plus concrètes, en fait, plus réelles. On voit des gens qui vivent et qui ressentent les choses. Aussi une notion de vie, le temps passé pour les temps à venir, peut-être faire en sorte que l'histoire ne bégaye pas, enfin tenter... Ce serait idéal, ce serait vraiment ça. Et oui, c'est ça, essayer de comprendre comment les choses ont pu en arriver là, sur des faits passés que oui, j'ai du mal à comprendre. C'est vrai que voilà, je pense à La Maison de Carton, par exemple, c'est une pièce... qui vraiment, le sujet m'intéressait, c'était on suit un groupe de jeunes gens pendant la montée et la chute du nazisme en Autriche en fait, et comment voilà, ces jeunes gens ont vécu les choses, l'embrigadement des jeunesses hitlériennes, comment ils sont rentrés dedans, comment ils ont pu lutter, voilà, et en fait les mettre dans un quotidien permet de comprendre un peu mieux que des grandes lignes dans un livre avec des listes de dates finalement. Donc, voilà. L'importance de l'écriture du temps. Voilà. Pour le temps de demain. Merci Anne-Sophie Nedelec, c'était passionnant. À très bientôt. Merci. Bonjour Fran Bokertov. Bonjour Sandrine. Alors aujourd'hui, on parle du temps de l'écriture. Quand a commencé le temps de l'écriture pour vous? Très tôt, dès que j'ai appris à écrire, j'ai composé des poèmes. J'avais 6 ans, parce que oui, à peu près, et je n'ai jamais cessé, en réalité. Bon, ensuite est venu le temps du journal intime, pendant l'adolescence. J'écrivais beaucoup, tous les jours, j'ai gardé tous mes carnets, et puis j'ai fait des études de lettres, j'ai envie de dire bien entendu, enfin de lettres et de linguistique. Je me suis toujours intéressée aux langues vivantes, et notamment... alors aussi bien aux lettres dans le sens de littérature que lettres dans le sens de alphabet, les lettres latines, que les lettres persanes sans jeu de mots, ou avec, comme on voudra, les lettres hébraïques, la signification des lettres, leur forme, d'où mes calligrammes. Et puis j'ai commencé à publier mon premier roman, en 1999, voilà. C'était un défi que je m'étais donné. Et c'est un défi qui a conduit à combien de livres aujourd'hui? Une quinzaine? Je suis en train de rédiger le 15e, ouais. Alors, pour vous, Fran, c'est quand le temps d'écriture? C'est à quel moment de la journée, du mois, de l'année? C'est quand? Alors, j'ai envie de dire c'est tout le temps. Je n'ai pas de temps défini. Je ne suis pas du tout dans la rigueur ou dans la routine, c'est quand ça me vient, quand j'ai envie. Alors, généralement, il faut un certain temps pour que ça mûrisse. Et puis, une fois que c'est dans ma tête, c'est presque déjà écrit, ça coule à flot. Bien sûr, il y a des moments d'interruption. Dans ces cas-là, je ne cherche pas à forcer. Ça revient petit à petit, ça mûrit, les personnages parlent à l'intérieur de moi, prennent possession de moi, s'investissent, s'incarnent. Est-ce que le temps est différent selon le roman, selon l'ouvrage? Est-ce qu'il y a des temps plus ou moins longs en fonction de chacun? Alors, je vais vous dire, curieusement, oui et non. J'ai remarqué que chaque livre, en moyenne, me prend 9 mois. Ah, c'est une gestation. C'est une gestation, c'est exactement ça. Et je n'ai pas fait de calcul par rapport à ça, mais c'est ultérieurement que je m'en suis rendu compte. Et ensuite, il y a
Alors, ce qu'on appelle le baby blues, moi, c'est le book blues. Après, j'ai une période où je me sens un peu, enfin, vide, quoi, qui est difficile, jusqu'au prochain roman. Et pourtant vient alors le temps de la promotion, le temps Oui. du lancement. Ouais, c'est vrai. C'est un temps plus difficile pour vous, qui êtes avant tout auteur? Non, c'est différent, j'aime bien. J'aime bien aussi faire ça, parce que c'est une façon de rencontrer ses auteurs, parce qu'on n'écrit pas que pour soi, hein, de rencontrer ses auteurs. J'ai fait un beau lapsus, hein, d'autres auteurs, mais des lecteurs, de discuter, de voir ce que les gens en pensent. C'est autre chose, non, ça ne me déplaît pas du tout. J'aime bien aller à la rencontre des auteurs, même ne serait-ce que potentiels, hein, puis rencontrer d'autres auteurs, d'autres écrivains. C'est très agréable, c'est totalement différent, c'est une autre partie que je maîtrise plutôt assez bien, d'après mon éditeur. Il est assez content de mes ventes. Tant mieux. Ouais. Donc, puis il y a les voyages, Est-ce qu'il y a un temps de l'écriture qui revient dans vos écrits? Est-ce qu'il y a un temps, un passé, un présent? Est-ce qu'il y a un temps privilégié dans vos écrits, dans vos différents ouvrages? Ouais, alors il est vrai que au départ, dans mes premiers ouvrages, je me suis beaucoup penchée sur mon passé. Et je pense que tout auteur fait ce travail sur lui-même. Bon, maintenant j'essaye de dépasser un peu ce stade, de me projeter davantage vers l'avenir, mais il y a toujours une référence à son vécu, forcément. Je pense que tout auteur parle de lui. L'introspection. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'introspection. Oui, oui, oui. Et après, bon, vient en place l'imagination, comme dans mon roman un de mes romans qui s'appelle Ainsi volent les libellules, qui est une saga, c'est une fresque romanesque sur la France contemporaine des 100 dernières années, où là, j'essaye de voir un petit peu, je donne toujours une ouverture à la fin, quand même. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne sur peut-être Romance infinie, que je vous propose de montrer à la caméra. Romance infinie, c'est un peu le passé qui renaît de ses cendres, j'ai envie de dire, lors d'une découverte fortuite. Donc là, on est dans le passé qui côtoie le présent. Vous aimez jouer sur cette dualité entre deux époques? Oui, beaucoup. Entre deux époques, entre deux cultures. Parce qu'il faut noter que ce livre narre la rencontre d'un personnage dont je ne dis pas le pays d'origine, mais ça se devine très facilement. Bon, il parle persan, donc ça reste un peu vague. Et ça m'a permis justement de confronter deux cultures. Là, par exemple, j'ai écrit un calligramme en persan, et puis une femme qui est ashkénaze, et ces deux-là n'avaient rien au départ pour se rencontrer. Et ça permet aussi de confronter, c'est pas le terme que je préférerais, mais de faire en sorte que deux cultures apprennent à se connaître et à dépasser les divergences, justement à dépasser le contexte toujours actuel, malheureusement, quoi. C'est une façon de sublimer un peu, alors, de donner une dimension autre justement que celle de l'espace-temps, quoi. Parce qu'on est plus dans les affinités électives. Vous voyez ce que je veux dire? Et le temps le plus présent dans ce livre, c'est celui du Covid. Parce que ça se déroule à ce moment-là. Et je dois dire pour moi que c'était un temps privilégié. Oui, pour beaucoup d'auteurs. Ouais. Ouais, il est vrai. C'était un temps ça a donné, alors des choses assez inégales, mais en tout cas, il y a des choses intéressantes. Avant de terminer notre entretien, j'aimerais qu'on parle aussi de poèmes et récits des 100 et nuits, parce que là, on est dans l'aventure d'une vie, en parlant de temps. Oui. Alors celui-ci aussi a été écrit pendant le Covid, et c'est une autrice qui se penche sur son passé et qui justement se rappelle comment elle a commencé à écrire et pourquoi, pour quelles raisons, et qu'est-ce qui l'a motivée. Et au fur et à mesure que le temps se déroule, alors justement le temps, mais le temps, pas forcément le temps de l'écriture, mais ça coïncide avec
l'idée c'était de reproduire un petit peu les contes des mille et une nuits. Enfin, bon. Le titre est un peu évocateur. Ouais, voilà, c'est ça. Et de faire comme chez Sherazade, de tordre le cou à ce Covid. Et je l'ai écrit du début à la fin. Et à la fin du confinement, voilà, le livre a été terminé. Et c'était la fin. Et ça se termine du reste, encore une fois, par un poème, par un calligramme et par une illustration du phénix qui renaît de ses cendres. Sandrine. Il paraît. Merci, Fran, pour tous ces mots, ces explications et ce petit voyage dans le temps. Ouais. Au revoir. Au revoir. Antonio Pereira, bonjour. Bonjour Sandrine. Alors on va parler du temps aujourd'hui et on va parler du temps de l'écriture. Pour vous, ça a commencé quand, ce temps d'écriture? Alors le temps de l'écriture, je dirais, ça a commencé à l'école, je pense comme beaucoup de monde. Mais le temps de l'écriture, pour raconter des histoires, ça a été un peu à l'adolescence en fait. Parce que j'adorais parodier un petit peu les contes. Et quand je regardais les enfants, j'écrivais le soir des versions à moi en fait, et puis je les racontais un peu le lendemain. Donc j'avais trouvé ça, j'avais trouvé cette faculté en moi de pouvoir le faire et d'aimer le faire surtout. Et ce que j'aimais, c'était voir comment ils se marraient derrière. Donc voilà, donc ça a commencé là. Après, dans le monde adulte, j'ai retrouvé un peu mon sérieux. Pas très longtemps, parce que dès que je faisais des comptes rendus de réunions, je m'amusais aussi à créer ce décalage, notamment en faisant des comptes rendus de réunions de l'équipe, qui était le journal sportif. Donc je faisais ces analogies avec le sport, donc ça amusait les collègues. Bon, voilà. Après, toutes les équipes n'étaient pas très fans de ça, mais bon, je m'adaptais. Donc voilà, de temps en temps, j'écrivais des poèmes pour les collègues. Donc ça m'a toujours poursuivi jusqu'à une trentaine d'années où j'ai pensé à écrire des plus grandes histoires, sans penser les publier, mais des romans, voilà. Donc, alors, le temps de la première publication, c'est quand? Alors le temps de la première publication, c'est fait en 2015, quand j'avais arrêté justement mon métier de consultant en informatique, et comme je faisais des ateliers depuis des années, j'ai écrit une fiction sur la Coupe du Monde de rugby, puisque c'était quelque chose que je suivais par des petites chroniques comme ça, assez rigolotes, et je me suis dit, je vais inventer une fiction pour réconcilier les gens avec cette équipe qui était très décriée. Et donc, du coup, j'ai rencontré un éditeur qui m'a dit, Banco, ça m'intéresse, mais c'est un éditeur qui lui-même se lançait, en fait, pour associer les lettres et le sport. Donc, on est parti dans cette aventure à deux, c'était génial, parce que c'est vraiment bien d'avoir une rencontre avec quelqu'un qui croit en ce que vous faites, et réciproquement. Et donc voilà, c'est parti de là. Et je dirais que j'aurais pu m'arrêter là. Et c'est quand je suis sorti du concert Springsteen en 2016 que j'ai eu cette idée d'écrire ce roman, qui a été un an d'aventure d'écriture. Alors on va revenir sur ce roman. Donc, mais c'est juste pour dire que c'est là que je me suis dit, mais il y a quelque chose, je suis parti. Alors, aujourd'hui, c'est quand le temps de l'écriture? À quel moment vous écrivez? Est-ce qu'il y a une régularité? Comment vient l'inspiration? Alors le temps de l'écriture, disons que je me crée des espaces d'écriture, je ne m'impose pas en fait, c'est-à-dire que je me levais le matin à 7h, et puis je vais faire ce que j'ai à faire, je vais prendre un temps de méditation aussi pour lâcher prise, parce que c'est très important je pense de ne pas traiter ce qui est dans la tête, donc c'est de la vidéo, de faire venir ce que j'appelle l'inspiration. Donc voilà, donc c'est des espaces-temps en fait que j'organise dans la semaine, mais dans lequel je me coupe avec le temps. Donc c'est vraiment, c'est pour comparer, c'est un peu comme avec le sommeil. Vous dites vous couchez à 11h, je vais sûrement me lever à 6h, mais entre les deux, vous perdez la notion du temps, vous dites quoi déjà, on se lève, donc voilà. Ou quand on va jouer, quand on est enfant, c'est pareil, hein. Vous partez le matin, vous avez à peine joué qu'il y a votre mère qui vous appelle, qui dit c'est l'heure d'aller manger, là, vous dites c'est un peu ça qui se passe avec l'écriture en fait. Est-ce qu'il y a des lieux du coup propices à l'écriture, ou des saisons, ou des villes, ou des... Je dirais que c'est plus des moments, c'est-à-dire d'être au bon endroit, au bon moment. Je dirais que ça, c'est une philosophie de vie que j'ai pu expérimenter. En fait, c'est pas tellement que j'ai, mais dont je me suis rendu compte. Donc, pour écrire, par exemple, je suis bien chez moi, dans mon studio à Versailles,
quand je suis chez mes parents, dans la grande maison, tout ça, non, en fait, j'y arrive pas parce que c'est pas l'environnement, en fait. Il y a trop de choses qui viennent polluer. Nature, ouais. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une question d'endroit, et puis de moment. Alors on va parler du temps conjugaison cette fois-ci. Ouais. Est-ce qu'il y a un temps privilégié dans vos nombreux romans ou est-ce que vous jonglez selon le récit? Je jongle. En fait, le fait de s'exercer à écrire, j'ai vu qu'il y a des temps qui sont plus propices à raconter certaines choses. D'emblée, je vais écrire à l'imparfait parce que je vais déplacer l'histoire quelque part, je vais emmener le lecteur. C'est le cas dans Harkness, c'était comme ça. Mais là, en ce moment, j'écris au présent parce que le sujet est plus à même de laisser le lecteur, enfin de l'emmener et d'être la caméra à l'épaule comme dans un film et de suivre ça. Et ça fait pas du tout le même effet en fait. Et donc du coup j'aime bien aussi. Mais c'est plus compliqué parfois à apprendre. Il faut virer des fois des trucs à l'imparfait, on s'y retrouve. Ah, mais c'est bien, c'est des très bons exercices. Voilà. Enfin, en tout cas, ça change d'atmosphère, de couleur et tout ça. Alors, on va parler aussi du temps de l'action de notre monde, celui du temps passé, et c'est le cas notamment pour Harkness. Je vous laisse le présenter devant la caméra. Ah oui, donc... Voilà, c'est vous qui travaillez. Donc Harkness, c'est une chanson, et puis nous voilà 40 ans plus tôt, dans un autre monde, donc dans un autre temps. Pourquoi ce livre ? Alors, donc en fait, au départ, je ne l'ai pas du tout prémédité, hein, donc voilà, je l'ai laissé comme ça. En fait, voilà. Non, ce livre, ça a été un peu une révélation parce que quand je suis sorti de ce concert de Springsteen, c'était le énième auquel j'ai assisté, et je me suis dit, mais comment ça se fait que sa musique, et notamment en live, me parle autant. Enfin, c'était quelque chose, mais me parle de ma vie à moi. C'est-à-dire qu'il est en train de me dire, mais pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu agis comme ça avec les gens. À un point où je me dis, bon, même quand il pointait du doigt comme ça dans la salle, je me suis dit, c'est moi, mais bien sûr. Enfin, et tous les fans vont dire, mais bien sûr, il est là que pour moi. Et c'était quelque chose de très fort, mais bon, que j'avais déjà vécu. Et en sortant, je me suis dit, mais et si les 33 chansons qu'il a chantées parlaient à un seul gars qui est là par hasard. Donc là, c'était le romancier qui imaginait le truc. Et que ça allait lui donner une autre version de sa vie, une autre vérité en fait, d'un drame qu'il aurait vécu 40 ans en arrière. C'était ça l'idée. C'était de dire, mais comment la musique, comment chaque chanson va le ramener à sa vie. Et donc c'était une forme d'écriture qui était intéressante, à savoir qu'est-ce qui allait le ramener à sa vie, et surtout lui en donner une autre vérité, qui n'est peut-être pas la vérité, mais qui permet, parce que c'est ce que je ressentais, ce que je me dis, tiens, mais il connaît rien de ma vie, mais ces chansons ne parlent même pas de ma vie, et pourtant elles me disent des choses. Donc c'était ça le truc. C'est un peu malin, parce que du coup on ne va plus aller à un concert de la même façon, et à cause de vous, on va se demander quels sont les messages. Peut-être, parce que je pense qu'il n'y a jamais de hasard, enfin, surtout quand il y a des chanteurs comme ça, avec une telle énergie, qui viennent à vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui est en retour. Combien d'ouvrages avez-vous déjà publiés ? Donc j'en ai publié 4, avec un éditeur. Les 3, c'est moi qui joue le rôle de l'éditeur. Donc voilà. Et moi j'aimerais qu'on parle d'un autre du coup, parce que son titre est parfaitement choisi pour aujourd'hui, c'est Matière à tuer le temps. Matière à tuer le temps, c'est pour rendre, j'aime bien l'idée, pour rendre des moments éternels, ça veut dire on tue le temps pour que les jolis moments restent. Parlez-nous un peu de ce livre. Oui, alors Matière à tuer le temps, voilà, il y a une très belle couverture. L'idée de ce livre, c'était vraiment de s'amuser un peu avec cette notion du temps qui prend vraiment beaucoup de place dans nos vies. Et je me suis dit, bon, à la manière un peu de De Vos, dans l'absurde, en fait, voilà, comme je disais tout à l'heure, enfin, on commence à jouer, et puis en fait, ça passe très vite, et puis on nous dit qu'on était là depuis 3 heures, alors qu'on a l'impression que c'est 5 minutes. C'est cette notion de conscience du temps, en fait, qui nous échappe. Et donc, j'étais parti comme ça, en me disant, en fait, le temps nous vole, quoi. Enfin, avec complicité du soleil, tout ça, on sait que... Et donc, et en me disant, voilà, on va le condamner, qu'est-ce que ça veut dire condamner le temps, enfin, etc. Donc, c'était parti un peu là-dessus, et c'est sur toutes ces notions-là, d'inverser un peu
le rapport qu'on avait avec lui et de trouver un autre regard. Mais au-delà de ça, c'était surtout de montrer que le temps est peut-être aussi une illusion, parce que au-delà des révolutions de la Terre autour du Soleil qui nous permet effectivement de nous positionner, c'est quelque chose qui en fait, je sais pas comment dire, en fait. Ah ben c'est difficile de parler du temps. Ouais, non, mais en fait, ouais, il y a tellement de choses. En fait, il faut lire le livre. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est juste par rapport à, effectivement, à la couverture du baiser de Rodin, qui pour moi est très représentatif, notamment du texte éponyme qui est à l'intérieur, qui est de dire justement que ce temps-là, comme je parlais du jeu tout à l'heure, ou de l'amour, et ben en fait, c'est à des moments où en fait on arrive à suspendre le temps, à le figer comme ce baiser de Rodin, et qui fait qu'à un moment donné, on n'en a plus conscience. Et peut-être qu'on a ce côté de rajeunir, puisque le temps n'agit plus sur nous, et donc cette sensation d'éternité. Donc c'était ça un peu l'idée aussi sous-jacente du texte et du livre. Et voilà, et de nous permettre aussi de regarder ça différemment. C'est sur cette très jolie réflexion sur le temps qu'on termine cet entretien. Merci Anthony. Merci Sandrine. Bonjour Marie-Amélie. Bonjour Sandrine. On va revenir avec vous sur vos premiers temps d'écriture, quand a commencé ce temps. Alors, toute jeune, en fait, au collège et au lycée, j'ai eu la chance de participer à des ateliers d'écriture organisés par mon professeur de français. À ce moment-là, le professeur proposait en fait de participer à des concours d'écriture et il y a eu la réalisation en commun avec d'autres membres de l'atelier d'un ouvrage collectif de nouvelles en fait qui ont été écrites à ce moment-là, et ça a été le déclic. À partir de ce moment-là, j'ai toujours eu envie d'écrire. J'écrivais pour moi dans des petits cahiers, des petits carnets, entre deux cours, en récréation, une fois rentrée à la maison. J'ai toujours aimé en fait écrire. Alors vous qui écrivez tellement de poésie, vous ne faites pas partie de ces enfants à 7 ou 8 ans qui ont commencé par justement quelques poèmes? Alors, j'ai écrit des poèmes, mais sous l'impulsion, je dirais, de cet atelier d'écriture que j'ai fréquenté au collège et au lycée, puisque notre professeur nous avait orientés vers différents types d'écriture. Donc à la fois le recueil de nouvelles qui avait été écrit en commun, mais aussi les poèmes en forme plutôt fixe, des sonnets. Cette idée des formes fixes est restée ensuite dans mon écriture, et j'ai gardé effectivement l'idée d'écrire des sonnets. Alors aujourd'hui, c'est quand le temps d'écriture? C'est pas forcément, il n'y a pas forcément de rituel. C'est plutôt en fait quelque chose qui vient et qui m'inspire. Ça peut être un événement, ça peut être un cadre, ça peut être une personne. C'est très, très variable. Le texte se construit en quelque sorte, en fait, c'est comme si le vers venait en fait spontanément, puis l'enchaînement des rimes, et je pense que c'est parce que j'ai toujours baigné en fait dans ces structures un peu classiques que sont par exemple les sonnets, que la musique en fait se fait dans la tête. Et après, je retravaille bien sûr les vers, c'est pas forcément des vers de premier jet, mais il y a en fait cette architecture qui se fait un petit peu inconsciemment en fait. Ça vient, et puis je me dis il faut que je le garde, ou si ça vient par exemple pendant la nuit, je me lève, je vais le noter tout de suite sur un petit cahier ou un petit carnet. Voilà, c'est... Je sais pas, c'est involontaire en fait d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a des périodes plus propices pour vous à l'écriture? Est-ce qu'il y a des saisons par exemple plus propices? Pas forcément, non. Non du tout. Mais oui, ça va être quelque chose qui m'attire en fait. En bien ou en mal, parce que ça peut être aussi bien un événement qui peut être pas forcément positif, mais quelque chose qui crée le déclic en fait. Est-ce qu'il y a des périodes aussi où vous n'écrivez pas, où l'inspiration n'est pas là, ou est-ce qu'il y a des premiers vers que vous jetez parce que vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout?
Est-ce qu'il y a une régularité dans ce que vous faites ou au contraire il y a vraiment des hauts et des bas dans l'inspiration? Alors il n'y a pas forcément de régularité, en fait je crois que c'est vraiment le contexte qui fait en fait que j'ai envie ou non d'écrire en fait et de mettre des mots en fait sur ce que j'ai vu ou sur ce que j'ai ressenti en fait. Est-ce qu'il y a un temps de conjugaison? Est-ce qu'il y a un temps privilégié chez vous dans votre écriture? Oui, je dirais en fait, bien sûr toujours un lien avec le passé, puisque c'est toujours ça en fait qui inspire pour créer des... De la mélancolie, quelque chose? Pas forcément de la mélancolie, non, non, c'est pas de la mélancolie, c'est plutôt un retour sur soi. Jouant au présent aussi, puisque y a une sorte d'évolution et un regard qui se fait sur ce que j'étais, ce que je suis, ce que je sens. C'est en fait une espèce de mélange en fait de plusieurs temporalités et aussi en fait un sentiment d'être bien dans l'écriture en fait, d'être vraiment à sa place en fait. Alors, vous écrivez beaucoup de poésie. Est-ce que vous écrivez de la poésie qui se passe aujourd'hui? Est-ce que votre inspiration, elle divague dans le futur ou est-ce qu'elle s'appuie sur le passé? C'est quoi votre inspiration en termes de thématique? Ça va être en fait ce qui m'entoure, vraiment, à la fois les personnes qui m'entourent, les événements qui peuvent arriver. C'est vraiment, oui, je dirais une inspiration qui se fait de manière presque inconsciente en fait, comme si vraiment, je dirais, on venait en fait à la source, je dirais, étymologique en fait de l'enthousiasme en fait, et de dire que c'est une sorte de quelque chose de divin en fait, de quelque chose qui vient et qu'on maîtrise pas en fait. Alors j'aimerais qu'on parle aussi de la distance temps. Du décalage horaire finalement, donc une autre forme de temps. Est-ce qu'on a conscience parfois que son écriture est lue au bout du monde, à des heures et des heures de distance et donc des milliers et milliers de kilomètres qui nous éloignent entre nous et le lecteur? Alors oui, bien sûr, il y a la présence du lecteur qui est aussi acteur d'une certaine façon, puisque il a pu m'arriver de voir d'autres personnes lire mes textes et lire à voix haute par exemple, et je me rends compte que le lecteur dans ce cas-là devient acteur et rejoue le texte différemment, et que donc du coup il y a un espèce d'échange qui se fait et le texte revit différemment en fait. Il est mis en musique d'une certaine façon par quelqu'un et il devient... il prend des accents qu'il n'avait pas forcément au départ. Ça change en fait, ça devient autre chose. C'est sur cette petite magie de l'écriture et de la lecture que nous mettons fin à cette petite rencontre. Merci beaucoup Sandrine. Bonjour Sandra Kawaberi. Bonjour Sandrine. Je suis ravie de vous recevoir. Alors c'est un peu spécifique de vous recevoir vous parce que c'est l'art visuel avant tout qui est mis en avant, mais il y a aussi des textes. Donc on va parler de l'édition, mais on va aussi parler de votre art, de la peinture. Est-ce que ce livre est venu à point nommé dans votre carrière d'artiste? C'était le temps d'éditer? C'était le temps en tout cas de le sortir. C'était le temps de compiler 4 ans de travaux d'aquarelle et 4 ans de texte aussi, parce que les textes, je ne les ai pas cherchés à la fin pour illustrer mes aquarelles. C'est vraiment un travail qui va de pair avec la création. Et c'était le moment de le faire. Oui. Après, c'est personnel. Pourquoi ce besoin d'accompagner votre art avec des textes? Parce que souvent dans l'art, on crée des situations, des personnages, et souvent on se cache derrière. Parce que le message, nous on sait ce qu'on veut dire. En tout cas, moi je sais ce que je veux dire, mais c'est pas forcément clair. Et pour la personne qui regarde, donc ça va faire résonance pour elle, parce que, ou pas, mais en tout cas ça va lui parler par rapport à ce qu'elle est. Mais en tout cas le texte que je rajoute permet d'éclairer ce que moi je veux dire.
Donc je donne un indice, en tout cas, sur le sens de ce que j'ai voulu faire. Il y a des textes qui sont signés de votre main. Oui. Il y a des textes qui sont Empruntés. empruntés Oui. à d'autres artistes. Il y a des artistes, des auteurs privilégiés? Il y a des auteurs que j'adore et que j'ai rencontrés justement en faisant ces aquarelles, que j'ai rencontrés. On ne rencontre pas forcément les gens pour de vrai, mais quand on les rencontre dans les livres, on les rencontre aussi quelque part. Donc oui, il y a des citations de Fuenquinos, il y a des citations d'Anna Gavalda que j'adore personnellement, il y a des citations d'Éric Emmanuel Schmitt et de plein d'auteurs. Qui d'ailleurs vous justement? Ah oui, le hasard du monde. C'est ça, absolument. Donc non, il y a en tout cas, ce sont des textes ou des extraits de textes qui ont fait résonance au moment où je faisais l'aquarelle, où je créais. On va revenir sur l'aquarelle parce que vous nous avez raconté que cela faisait 4 ans que vous faisiez de l'aquarelle. Pourquoi être passé à cette forme d'art? Alors en fait, ça fait plus longtemps que je fais de l'aquarelle, ça doit faire 6 ans. Mais là, c'est 4 ans de travaux d'aquarelle. Alors pourquoi l'aquarelle? Parce que c'est rapide, parce que c'est fluide, c'est léger, et que ça permet d'exprimer dans un temps court ce qu'on a envie de dire. Et vous savez, les émotions, les sentiments, c'est volatile, ça passe. Donc il faut, pour pouvoir les exprimer, les attraper au vol. Et l'aquarelle, ça permet d'attraper au vol, justement, ces émotions, de les mettre sur papier pour pas qu'elles s'échappent. C'est intéressant, c'est finalement très proche de l'écriture. Oui. C'est une inspiration, c'est pareil. C'est une inspiration qu'on met sur papier. Il y a des thèmes de prédilection chez vous? Oui, alors là, en l'occurrence, le livre est sur le thème de l'amour, donc love avec un point d'interrogation. Pourquoi un point d'interrogation? Est-ce que quelqu'un a déjà la réponse à cette vaste question qui est l'amour? Parce qu'on n'a pas de réponse, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas. C'est vraiment mystérieux en fait quand ça vous touche. Donc oui, point d'interrogation. Sinon j'ai d'autres. Donc là, en l'occurrence, ce livre ne compile que des œuvres sur l'amour, en tout cas qui parlent d'amour, qui interrogent l'amour. Sinon, j'ai d'autres thèmes, notamment j'ai toute une série sur le judaïsme, en tout cas l'histoire que les juifs portent, ou que moi je peux porter, puisqu'on parle toujours de soi en vérité. Et sinon, oui, mes thèmes de prédilection, voilà, c'est ça, c'est l'émotion, c'est comment on ressent les choses, comment on se fait le médium de quelque chose, et puis on le retranscrit. Alors, le temps aussi, le temps physique, vous avez vécu à Miami notamment, est-ce qu'il y a un lieu qui vous a pu s'inspirer? Est-ce que par exemple cette aventure floridienne vous a permis de développer certains sens, certaines notions différentes déjà la lumière, parce que à Miami en l'occurrence et à Paris, vous n'avez pas du tout la même lumière, vous n'avez pas les mêmes couleurs. Donc c'est vrai qu'il y a une légèreté qui a été apportée dans mes toiles, dont je m'en suis aperçue quand j'ai commencé à peindre là-bas, qui étaient des couleurs beaucoup plus flashy, beaucoup plus, presque fluo. Dans un phénomène de mode de Miami, du pop art Non, vraiment, non, parce que je pense qu'il faut être, pour toucher le cœur des gens, il faut être authentique. Donc on ne fait pas les choses pour plaire, on fait des choses parce qu'on a besoin de les dire, parce que sinon, si on ne les dit pas, presque on en crève, parce que ça nous bouffe. Et on fait pas les choses pour vendre. En tout cas, c'est bien de ne pas avoir besoin de le faire. Alors on va en parler de ça. On ne fait pas les choses pour vendre, mais quid de la reconnaissance? Alors quand est venu le temps de la reconnaissance pour vous? Parce que vous avez reçu plusieurs prix, vous êtes en tout cas, la communauté française et francophone de Miami connaissait et reconnaissait votre travail, et pas qu'elle. Donc quand est venu ce temps de la première reconnaissance? C'est vrai que les prix du monde de l'art, que ce soit en France, où j'ai eu la médaille Arts, Sciences et Lettres de l'Académie des Arts, Sciences et Lettres en 2000, je crois que c'était en 2017, et j'ai eu aussi 1 ou 2 bourses, plus les prix aux États-Unis, ça permet on se sent un peu plus légitime, mais en vérité, on a tous un problème
Oui, je pense qu'il y a un problème. On ne sait pas si... On a besoin de la reconnaissance de l'autre, parce que de soi-même, on n'est pas... On ne peut pas s'auto-reconnaître artiste, vous voyez, donc c'est un peu compliqué. Oui, bah, l'autre est un miroir, oui. Vous parliez de la vie juive, dans vos toiles, on voit la vie juive aussi d'hier. Le temps de votre inspiration, il est où? Il est hier, il est aujourd'hui, il est un peu mêlé? C'est une vraie question, ça, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à peindre, je pense que le temps de l'inspiration, c'était hier. Qu'il s'agissait d'essayer de comprendre un passé et de travailler dessus et d'essayer de le transcender, d'en faire quelque chose de beau, parce que le passé des Juifs, notamment d'Europe de l'Est, n'est pas forcément très gai, mais on ne peut pas le mettre sous le tapis et avancer, parce que quelque part on le porte quand même. Je pense qu'on est obligé de le traverser, on est obligé de se prendre tout ça en pleine figure et de travailler dessus, d'essayer de le rendre plus léger. Et donc au fur et à mesure on s'allège, et au fur et à mesure je pense qu'on est de plus en plus dans le présent, dans l'ici et maintenant. On est aussi dans le temps de la mémoire. Oui, bah justement, j'ai un projet par rapport à ça, par rapport à la mémoire, justement. Alors nous aussi, sur Rencontre des auteurs francophones, on en parlera. D'accord. En parlant justement du projet, vous avez signé la couverture du livre sur le Petit Prince, oui, qui va sortir en juin, et celui à sortir également à cette même période sur Marguerite Yourcenar. On est ravis, on est honorés. C'est moi. Pourquoi avoir relevé ce challenge? Le Petit Prince, parce que le Petit Prince c'est particulier. Le Petit Prince c'est une vraie poésie. Les gens qui l'apprécient en général sont aussi très proches de la poésie, et ça me touche beaucoup. On voit le visuel que les lecteurs vont pouvoir découvrir est extrêmement touchant, à l'image de la poésie du Petit Prince. Vous avez mis des mots aussi à côté du visuel? Je me souviens pas. J'ai mis des mots, donc j'imagine que là aussi il y avait un... Oui, de toute façon il y a toujours... Mais le Petit Prince, on pourrait presque mettre tous les mots, parce que c'est tellement complet et c'est tellement sensible. Et ça parle aussi d'amour, enfin, énormément même d'amour. Et vous avez cette fameuse phrase là qui disait... oui, que j'ai mis dans mon livre Love sur l'apprivoisement. Si on s'est laissé apprivoiser, on pleure un peu. Bah oui, et ça c'est valable pour tout, l'amitié, l'amour, les rapports humains. Enfin voilà, tout est profond en fait, sous prétexte de légèreté, et c'est ça que j'aime dans cette œuvre. On parle de légèreté, mais comment l'artiste que vous êtes vit les moments un peu compliqués de ce monde d'aujourd'hui, le temps... Comme tout le monde, hein. Comme tout le monde. Après... Comment vous l'exprimez, ou au contraire vous cherchez à l'éviter pour transmettre autre chose de plus positif? Ouais, c'est vrai que je me protège beaucoup, et je me mets un peu à l'écart de ce monde. Je pense que ce monde est constitué d'un égrégore de pensée et d'un égrégore de conscience, une espèce de matrice, et que si on veut pouvoir changer quelque chose, il faut s'extraire de ça. Donc je tente, en tout cas, j'écoute pas les infos, je me mets complètement à l'écart du monde. C'est un nouveau phénomène de mode, ça. Mais ça fait des années, hein. Moi ça fait une dizaine d'années maintenant que j'écoute plus les infos, et en fait je m'en porte pas plus mal, parce que de toute façon il y a des grèves, on le voit bien, hein. Enfin je veux dire, on est au courant d'une manière ou d'une autre, et je me protège aussi des gens. Parce que chacun vient aussi avec ce qu'il est, notamment ses pensées qui peuvent être plus ou moins positives ou négatives, et finalement dans les rapports humains on se charge de ça quand on échange. Donc c'est vrai que je me mets un peu à l'écart, j'avoue. C'est le mot de la fin, et peut-être qu'il sera suivi par les gens qui vont nous entendre. Voilà. Se protéger aussi. Merci Sandra, à bientôt. Merci.